Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast de celles et ceux qui aiment le trail, tout simplement. Pourquoi c'est moi qui fais l'intro pour ce nouvel épisode? Bah écoutez, on a décidé de changer un petit peu les choses avec Mathieu et de vous proposer un petit peu de diversité à l'animation. Et puis comme je vous avoue, j'ai un petit peu besoin de lumière journalistique, je me suis proposé pour le remplacer. D'ailleurs, si vous cherchez un commentateur de course, notamment pour remplacer les bras cassés du live UTMB, eh ben je me porte candidat. Allez, trêve de promo, je vous présente l'équipe type du jour qui va nous accompagner pour ce podcast. Que des machines de guerre de leur domaine respectif. En commençant par la star, celui qui nous permet d'être tous réunis aujourd'hui, le grand, l'unique, Mathieu Delpech. Comment ça va, Mathieu? Et ben là, je suis un peu comme un lion en cage. J'imaginais mon mois de septembre à courir sur les crêtes autour d'Innsbruck, mais malheureusement, comme beaucoup d'endroits dans les Alpes, eh ben, il y a eu des sacrés paquets de neige qui sont arrivés sur les sommets et pas mal de pluie là à Innsbruck. Donc, j'ai pas pu trop profiter de ce mois de septembre, mais demain, j'ai prévu une belle boucle à vélo, donc le tour du glacier de Stubai, 230 km. Donc, autant te dire que j'ai autre chose à faire que faire du montage sur le podcast. Donc, les gars, aujourd'hui, il va falloir être bon. Tu seras accompagné par l'homme qui va enfin gagner les Templiers après 47 participations. Vous l'aurez entendu ici en premier, le sanglier du Trièvre, Nicolas Martin. Comment ça va, Nico? Salut Alex, salut à tous. Bah ça va, je récupère de mon aventure enneigée de ce week-end du côté de la Suite sur le Witch Trouble. Et ensuite, et enfin, le meilleur kiné de France, fondateur de Cap Prévention avec son ami Gauthier, Théo Robin. Comment tu vas, Théo? Eh ben, ça va bien, entre une séance de muscu et une séance à pied aujourd'hui, ça va, on récupère tranquillement. Et puis on fait un petit bisou à Louis Travaillot qui pouvait pas être présent aujourd'hui. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Je vous présente un petit peu le sommaire. Pour commencer, on va revenir rapidement sur la course de Nico, Watch Trouble en Suisse sur le format 50K. Ensuite, on fera un petit récap des dernières actualités, résultats sur la planète Trail. Et puis, on vous parlera des événements à suivre pour les prochaines semaines. On en profitera aussi pour s'attarder sur les récents championnats du monde de skyrunning avec Mathieu, qui va nous en parler en détail. Théo nous fera ensuite sa première rubrique en lien avec la kiné en nous parlant des bienfaits de la musculation. Euh, on poursuivra avec la rubrique aussi, la nouveauté de la rubrique de Nico sur l'entraînement qui va nous parler de sa séance clé pour préparer les Templiers. Et puis, petite nouveauté dans le podcast, on sera rejoint au cours de l'épisode par un abonné du KissKissBankBank de Mathieu, Maxime Vigne, qui nous fera l'honneur d'être présent avec nous et qui va venir débattre de la représentativité des personnes issues des Pyrénées dans les médias de trail. Donc, vaste sujet. Maxime nous rejoindra tout à l'heure. Et puis, on terminera comme à l'accoutumée par nos coups de cœur et nos coups de gueule. Surtout les coups de gueule, bien sûr. C'est ce qu'on préfère. Vous êtes prêts, les gars? Ouais, j'en profite juste Ouais. pour placer le petit soutien au podcast si vous en avez, si le cœur vous en dit. Donc, comme Maxime, n'hésitez pas à aller sur le KissKissBankBank pour avoir des petits avantages exclusifs comme l'accès au podcast 24 à 48 heures avant sa sortie, l'accès aussi à la vidéo du podcast si vous souhaitez nous voir débattre. Et puis, enfin, comme on vous l'avait promis, donc des petites apparitions dans le podcast de soutien qui ont des infos à nous dire, des choses à partager, qui sont là pour venir débattre et aussi apporter leur petit coup de cœur et leur coup de gueule. Donc c'est avec plaisir que qu'on accueillera d'autres personnes. N'hésitez pas à aller nous soutenir sur le KissKissBankBank. Allez, c'est parti pour le premier sujet de l'épisode. Nico, tu étais sous la neige en Suisse ce week-end du côté de Crans-Montana pour participer au format 50K du Watch Trouble by UTMB. Tu fais troisième de la course. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Bah, ça s'est plutôt bien passé pour une reprise compétitive. Bon, comme vous avez pu le voir, c'était un beau chantier pour ceux qui ont eu la chance ou l'envie de regarder le live. Vous avez vu qu'on avait fait les chasse-neige en début de course. On n'a pas trop apprécié le paysage parce que c'était bien bouché au début et puis après on est plutôt resté en fond de vallée. Mais une course qui a été raccourcie pour ceux qui n'ont pas suivi. On était sur un 50K initialement qui traverse du côté bernois vers le côté valaisan. Et finalement, on est resté uniquement du côté bernois sur une course qui faisait 37 km et 1700 mètres de dénivelé à peu près, avec globalement une deuxième partie très roulante parce qu'on avait déjà fait 1000 mètres de D+, au bout de 10 bornes. Donc voilà, ça s'est passé. Bah, Jonathan Albon nous a un petit peu fessé puisqu'il est parti, je pense, à peu près au kilomètre 2 et on l'a revu au kilomètre 35 sur la ligne d'arrivée. Enfin bon, on l'a croisé parce qu'on faisait un aller-retour, mais c'est le seul moment où on l'a vu. Et voilà, et derrière, bah, une belle petite bataille entre Français avec Mathieu Simon qui est du team Brooks comme moi et Loïc Roland.
avec globalement un Loïc qui était beaucoup plus fort dès que ça roulait. On était un peu plus à l'aise quand c'était un peu technique et que ça glissait avec Mathieu. La dernière partie était quand même très rapide et Loïc s'est détaché, je pense, sans faire un effort considérable. Moi, j'étais pas des sensations de fou, mais Mathieu a un petit peu crampé. J'ai réussi à le passer et à garder ma troisième place, synonyme de qualification pour les finales UTMB. Donc, une journée productive et un bon retour à la compétition. Pour ceux qui sont un peu adeptes des index et des cotations, bah, on n'a pas marqué beaucoup, mais ça m'a, du coup, je peux pas trop juger de mon état de forme vu les conditions, mais je suis en tout cas sur la bonne voie pour essayer de me faire plaisir aux Templiers. Alors gagner, comme tu l'as dit, c'est un peu une blague, mais j'espère être capable de jouer le top 10 un peu mieux si c'est une grande journée. Ouais, et juste pour préciser, la qualification UTMB sur les événements bas UTMB, dont les series comme le Watch Trouble, il faut finir dans les trois premiers de la course, ou alors il faut coter à plus de 830. Malheureusement, Mathieu Simon, qui a terminé quatrième de la course, a coté en dessous de 800, donc il va falloir qu'il fasse une autre manche UTMB pour aller choper sa qualif. Mathieu, tu as un petit peu analysé les résultats de cet événement-là. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et ben ouais, samedi matin, j'étais sur mon home trainer, donc j'ai suivi la course de Nico en live quasiment en intégralité. Et la qualité du live était pas si mauvaise malgré des conditions dantesques, comme Nico vous l'a dit, et des modifications de parcours forcés. Franchement, les deux turlupins, Hugo Ferrari et Alexis Rosset, m'ont bien fait rigoler. Le temps est passé à une bonne vitesse sur l'home trainer. Et de l'extérieur, j'ai l'impression que ouais, l'organisation, s'en est pas trop mal sorti pour se réadapter. Mais bref, j'ai regardé aussi les résultats dans leur intégralité. Je vous ai fait une petite sélection de résultats marquants et d'anecdotes que j'avais envie de vous partager. Donc, bah, Nico vous a raconté sa course du Wild 50. C'était vraiment la seule avec un vrai petit plateau et une start list assez alléchante parce que à 2 semaines de l'UTMB, ben, le niveau était pas exceptionnel. Il n'y avait pas énormément de monde qui pouvait enchaîner après ce UTMB. Et comme sur la course de Nico, ben, les animateurs, c'était des athlètes qui n'étaient pas présents, qui étaient présents sur aucune des courses de l'UTMB. Donc, à noter, la perf à noter, c'est celle de Ingvild Kaspersen qui a seulement 11% du temps de John Albon. Donc ça s'explique ben, par la difficulté pour les tout premiers à ouvrir la trace sur la première partie et donc qui a neutralisé un petit peu cette différence en fait entre le potentiel des athlètes. Comme Nico peut nous raconter, je crois qu'elle est rentrée sur eux en haut de la première bosse, c'est ça? Ouais, pour donner un petit peu de détails, effectivement, en fait, on a une partie de traversée vers 2000 mètres qui était vraiment la partie, je dirais 3 kilomètres à peu près, qui était vraiment la partie très difficile dans la neige. Et là, au bout d'à peu près 1h25 de course, Ingvild, quand on a attaqué la descente sur l'Aigne, qui était la première zone d'assistance, je pense qu'elle était 10 ou 12 secondes derrière Loïc, Mathieu et moi. Donc, c'est ce qui explique cet écart relativement faible. Il s'est créé sur un temps plus court que la totalité de la course. C'est pour ça qu'Ingvild a fini relativement proche en plus d'être extrêmement forte et également. Et en plus, elle a fait vraiment une bonne gestion puisqu'elle a quasiment pas perdu de temps. Enfin, elle a mis un gros écart sur la deuxième partie du parcours sur ses poursuivantes. Et moi, j'ai noté sur live qu'elle est arrivée dans le ravitaillement. Elle a traversé le ravitaillement. Il y a son copain qui lui a tendu un gel et elle l'a pas pris. Donc, aucun arrêt à mi-cours sur ravitaillement avec assistance. Donc, franchement, je sais pas comment elle a fait, mais c'est très, très solide en tout cas. Bon, après, moi, j'ai bu 1,2 litres sur la course. Il faisait quand même tellement frais que je pense que si elle est partie, par exemple, avec deux flasques pleines au départ, ça se trouve, ça suffit sur la course, quoi. Bon, mais voilà, pour l'explication. C'est vrai qu'avec le froid, les athlètes ont souvent quand même moins soif. Aussi, une petite anecdote, c'est une course très très internationale sur le VIL 110. Sur le top 10 de la course, on a quand même 7 nationalités différentes, et notamment aussi un coureur qui a couru sous la bannière d'Israël. Donc une course internationale, mais il faut pas confondre avec un niveau international, puisque le vainqueur norvégien, il a un index UTMB général qui s'élève seulement, si on peut dire, à 709. Donc pour une victoire sur une course bas UTMB, ça peut sembler quand même relativement faible. Et puis aussi sur le... D'ailleurs, Matt, je te coupe, mais du coup, le Wild 110, donc c'était le format 100K, et le format 100 miles et le Wild 70, c'était le format 100K. Mais à la fin, vu qu'avec les conditions météo, ils ont été réduits, enfin, le format 100 miles a été réduit à 70 kilomètres. Donc au final, les deux formats faisaient le même nombre de kilomètres. Et du coup, les participants aux deux courses vont avoir le même nombre de running stones. Merci pour ce petit complément. Donc ouais, c'est sur le Ville 70 du coup qui faisait la même distance que le 110. À nouveau, une course très internationale. Donc on voit que
que ce circuit by UTMB, il fait quand même mobiliser et voyager beaucoup les coureurs. 6 nations dans le top 10 masculin. Et puis une victoire chez les féminines de notre Française internationale Julie Roux qui prend donc son ticket pour aller probablement faire une finale UTMB l'an prochain. Et Mathieu, tu voulais nous parler d'une orienteuse qui a aussi bien performé sur le format le plus court de ce Watch Trouble. Ouais, je suis allé prendre des nouvelles de Maëlle Bovir avec qui j'avais vécu quelques mois à Grenoble en coloc. Donc c'est une fille qui fait de la CO à haut niveau, qui est en équipe de France depuis ses années juniors. Et là, cette année, elle a fait une petite incursion encore plus marquée dans le milieu du trail. Elle avait déjà fait quelques trails, mais cette année, elle a fait des perfs un petit peu meilleurs que d'habitude. Donc c'est le Maëlle Bovir dont je vais vous parler maintenant, qui a gagné le VIC 50. En fait, elle a fait une croix sur la dernière manche de Coupe du Monde de CO cette année pour plusieurs raisons. Elle a fait beaucoup de changements structurels dans son organisation, son staff cette saison qui lui ont bien réussi, mais elle m'a dit aussi que ça l'avait beaucoup fatiguée mentalement. Elle est très très investie dans sa démarche de haut niveau en course d'orientation. Donc en fait, elle a voulu faire un petit break un petit peu plus tôt cette saison dans la CO et comme ça lui a permis d'aller faire un petit peu de trail et elle a aussi pu se permettre de faire ce break parce qu'elle a fait la meilleure saison de sa vie. Donc en course d'orientation avec un top 10 individuel au championnat du monde sur le format Chaos Sprint. Donc, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est un format avec des manches qui se répètent et des éliminations directes. Et aussi une quatrième place par équipe en relais au championnat d'Europe avec l'équipe de France. Donc, la meilleure perf de tous les temps pour l'équipe de France. Donc, c'est un sport qui est pas très, très connu. On se rend pas forcément compte du haut niveau et du niveau des athlètes qui font des compétitions internationales dans ce sport quand on est extérieur à ce sport. Mais il y a des pays comme la Scandinavie ou plus dans l'est de l'Europe où c'est quand même très très disputé et on voit entre elles que quand il y a des orienteurs de haut niveau qui viennent, souvent ils font des étincelles à l'image par exemple de Fred Tranchant qui est un des coureurs emblématiques de CO qui a fait sa transition et qui maintenant vient dans le trail. Donc pour revenir sur Maëlle, elle a pu faire un petit break et profiter des courses de trail. Donc elle a d'abord fait la Sky Race du Rocher Blanc il y a 3 semaines sur l'échappée belle. Et donc, elle a gagné en battant le record l'épreuve et elle a fait une cote à 730, donc c'est quand même pas ridicule. Et puis, elle voulait découvrir aussi le circuit Bahut TMB. C'est aussi Jean-Michel Fort-Vincent de New Balance, puisqu'elle est athlète New Balance, qui lui a dit que ça serait bien qu'elle aille faire ça. Donc, elle a voulu tester ça sur le Ville 25, sur le Ville de 25, qu'elle remporte en 2h52. Donc, une preuve de plus, s'il en manquait, que les orienteurs, ils savent courir. Et pour la fin de saison, elle va probablement remettre le couvert. Elle n'était pas encore certaine sur une course en solo. Et puis aussi, on la verra sur la Saint-Élion, sur un petit projet en relais avec New Balance. Donc, elle m'a dit que quand même, pour le moment, elle était vraiment focus sur la CO. L'an prochain, que ça va rester sa priorité. Mais elle trouve que c'est des pratiques qui sont bien complémentaires. Donc, à suivre si vous la voyez sur une ligne de départ l'an prochain sur un trail. Au top. Merci Mathieu. On a fait le tour les gars sur le Watch Trouble? Tout à fait. Parfait, parfait, parfait. Allez, ben on va pouvoir passer à au deuxième sujet de du podcast du jour. On va vous parler un petit peu des dernières actus chaudes sur la planète Trail et notamment des résultats. Et quand on parle de résultats, comment ne pas parler du Tour des Géants qui a eu lieu le week-end dernier, la semaine dernière même, puisque c'était c'est un événement qui s'étale sur toute une semaine et qui a fait bien plus de bruit qu'à son habitude cette année pour deux raisons majeures. La participation d'abord du grand François Daen et puis surtout de l'histoire de la lettre du Suisse Martin Perrier qui a Oui. fait couler beaucoup d'encre. On va en parler un tout petit peu. Déjà vous dire que c'est François Den qui a emporté ce tort des géants devant Benyat Marmisol et donc le Suisse Martin Perrier qui a, durant l'épreuve, envoyé une lettre à François Den lui demandant d'abandonner en raison d'images compromettantes qui auraient pu nuire à son image de grand trailer. Moi, je voulais juste revenir rapidement sur l'histoire de la lettre en lisant un petit commentaire sur Instagram qui a été fait sur le post de Martin. Alors, pour expliquer, en fait, Martin s'est excusé à la suite de l'épreuve sur son compte Instagram en mettant un long message. Et j'ai repéré un commentaire qui, je trouve, est plutôt pertinent parce que Martin a subi aussi beaucoup d'harcèlement et beaucoup de messages et d'insultes sur son compte Instagram qui, pour moi, n'étaient pas légitimes. Du coup, je vais vous lire un petit message qui, pour moi, résume bien l'affaire. Donc, je cite, aucune erreur ne doit avoir pour conséquence une humiliation sur la place publique, qui plus est lorsque cette place est virtuelle et sous couvert de pseudo. Ton explication pose les faits, remet les choses à leur place, sans appropriation ni détournement. Ton explication est juste et met au premier plan une pratique évoluante. Enfin, ton explication est humble, courageuse et bravo pour ça.
Donc, je vous invite tous à aller lire le post Instagram de Martin Perrier qui parle de cette histoire. Je trouve qu'il est vraiment intéressant et encore une fois, je trouve ça vraiment tout aussi dégueulasse d'aller le harceler, l'insulter sur son compte Instagram. Donc voilà, je sais pas si vous avez une petite réaction sur cette histoire, les gars. Et, moi, je trouve que Oh, au-delà de l'affaire, je trouve que ça a quand même soulevé un sujet intéressant, c'est l'équité, quoi. Pourquoi François Den a le droit d'avoir des gens autour de lui et pas les autres coureurs? Et ça, je trouve que c'est quand même un peu la limite aujourd'hui de la surcommunication dans notre sport. Enfin, qu'on fasse des images sur des points relativement restreint, ça va. Après, s'il a été suivi, et je suppose, hein, parce que je suis pas au courant parfaitement, mais s'il a été suivi effectivement en pleine nuit pendant quelques minutes assez longues, c'est sûr que pour faire des images de nuit, bah, il y a de la lumière, ça veut dire qu'il voit quand même un peu plus, par exemple, que les autres derrière. Donc là-dessus, je trouve que c'est important d'être cadré. On l'avait. Enfin, moi, j'avais un peu vu déjà ça au championnat du monde en 2023 où il y avait plein de marques qui faisaient des images de leurs athlètes. Et à un moment donné, bah, la compétition, c'est la compétition et c'est pas la foire à la com, quoi. Et c'est le seul petit truc que je trouve interrogeable, c'est est-ce qu'à un moment donné, sur une compétition, on a le droit d'avoir beaucoup de gens accrédités et surtout de gens qui peuvent courir beaucoup parce que, en fait, la limite de tout ça, c'est que demain, si les 50 premiers, ils ont une équipe qui les suit, ça se passe comment, quoi? C'est ce que c'est concrètement, c'est un peu ça le souci. Quand il y a une ou deux personnes qui font ça, ça pose pas de problème. Parce que l'avantage, il est même discutable, parce que quand tu es au fond du trou, tu es peut-être mieux des fois tout seul qu'avec des gens. Mais voilà, c'était juste ma petite réflexion sur ce sujet. Après, le reste, je pense que Martin Perrier était extrêmement fatigué et qu'il n'a pas eu une bonne réaction, mais ça peut arriver à tout le monde. d'ailleurs, je profite c'est un débat qui est intéressant et l'équité, c'est quelque chose qu'il a souligné justement dans son poste en parlant effectivement du fait qu'il n'y avait pas d'équité par rapport à un athlète comme François qui est énormément suivi, qui est aussi beaucoup suivi par les spectateurs, alors que d'autres ne peuvent pas l'être. Là-dessus, il finit son texte en disant l'application trop stricte du règlement en devient impossible et c'est là qu'il faut savoir s'en remettre au travail des organisateurs de course, ce que j'aurais dû faire directement. Donc c'est vrai que là-dessus, la manière était pas bonne en tout cas, donc il aurait pu s'en remettre à l'organisation. Malheureusement, quelle est la solution en fait pour les organisations face à ça? C'est ça, soit on enlève complètement les images de production hors ravitaillement, par exemple, soit on tolère, mais du coup c'est la porte ouverte à tout. Enfin, c'est un vrai débat qui va être lancé, je pense, pour beaucoup d'organisations en tout cas. Bah, de toute façon, moi j'ai toujours pensé que sanctionner le pacing, c'est à peu près impossible parce que si demain je vais courir à côté de toi, Alex, sur une course pour te faire chier, par exemple, on Ah va te bah oui. sanctionner, tu vois. C'est donc bon, c'est T'arriveras, après je t'arriveras pense, pas à suivre, mais bon. ouais, bah pour peut-être encore un an ou deux, quoi, mais. Non, mais le souci, c'est que après, je pense, c'est du bon sens. C'est si tu vas courir, par exemple, avec les coureurs, je pense que c'est peut-être ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent. C'est bah rester derrière, ne faites pas un vrai pacing. Si t'es derrière, bon, tu confères pas un avantage. À un moment donné, il faut aussi garder du recul. On n'a pas privatisé la montagne en tant que trailer. Il y a des gens qui ont le droit d'être là en même temps que la course. Donc il faut aussi garder ce recul-là, quoi. C'est clair. Ouais, c'est une bonne Allez, on passe question. à la... Moi, si je peux témoigner, c'est sûr que j'avais une petite équipe autour de moi à la CCC pour faire la vidéo de la course, qu'au passage, je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Et c'est sûr que je pense pas que ça apporte un gros avantage, mais quand même, j'avais régulièrement des gars qui me suivent pendant 50, 100 mètres pour faire un petit passage à la GoPro pour pouvoir illustrer ensuite le récit de course. Et c'est sûr que si tout le monde fait pareil, eh ben, il y a des gars qui suivent un peu de partout. Et donc, ça ajoute des gars partout dans la montagne. Après, est-ce que la solution, c'est de faire comme dans le cyclisme où il y a juste les motos officielles pour faire un live qui ont le droit de suivre et puis personne n'a le droit de suivre en dehors de tous les véhicules accrédités, sauf que là la limite c'est qu'on n'est pas sur une route et que la montagne tu peux pas la fermer non plus comme ça, donc c'est une vaste question. Et puis il y a aussi un petit truc qui m'a sauté à l'œil et qui pourrait venir alimenter la discussion, c'est s'il y a que des caméramans officiels et que les caméramans officiels ils connaissent les athlètes,
Par exemple, on peut parler du top 3 à l'UTMB. Donc, je crois que c'est Fleuriou qui suivait Baptiste Chassagne sur sa deuxième place. Et donc, on voit un commentaire du père de Baptiste qui dit merci Fleury pour le soutien que tu as apporté à Baptiste. Moi, je me rappelle pas avoir vu beaucoup Joachim qui fait troisième. Et du coup, lui, si les caméramans étaient français, forcément, il y avait moins de complicité, moins de soutien. Donc, ça pose aussi une question. Est-ce qu'il faut mettre des caméramans sur tous les athlètes pour que ce soit équitable? Donc en fait, on n'aura jamais une vraie équité. Et après, la limite, j'ai pas la solution, mais c'est juste un petit truc que lui est passé et qui peut alimenter les discussions. Mais c'est vrai que c'est un vaste débat. En, en tout cas, le débat est lancé. N'hésitez pas à commenter, notamment sur Instagram où on essaye de réagir à tous vos commentaires. Donc n'hésitez pas si vous avez un avis là-dessus à nous le confier. On peut passer à l'actu suivante. Il y a eu les championnats du monde master de course en montagne qui ont eu lieu en Espagne et qui servaient de répétition pour les championnats du monde qui auront lieu l'an prochain et qui seront eux je me suis perdu dans mes explications, mais Championnat du monde élite. tout à fait. Bravo Mathieu. Voilà, donc juste une répétition. A priori, ça s'est très bien passé. Moi, j'ai été assez surpris de voir autant de participants, parce qu'on me rappelle, c'est les championnats du monde master. Donc, c'est à partir des catégories de 35 ans. Et il y avait trois formats. Il y avait le format vertical, le format course en montagne classique et le format trail court. Il y avait 350 participants sur la verticale, 440 sur le format course en montagne et 360 sur le format trail. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de notifier cela. Et aussi, performance intéressante du papa de Michel Lannes, Daniel Lannes, le Pyrénéen, qui a fait cinquième de sa catégorie dans les plus de 65 ans sur la verticale. Voilà, petit résultat. Sacrée famille. Euh, Sacrée famille. Sacrée famille, ouais, Et pour comme tu dis. compléter, c'était champion du monde master, mais il y avait quand même des noms devant qui sont loin d'être ridicules. Donc Thomas Roch, qui l'an dernier avait fait deuxième aux mondiaux à Innsbruck sur le format marathon, qui s'est fait sortir sur la verticale par Edu Hernandez, un ancien collègue de chez Brooks qui n'est plus dans l'équipe, mais qui apparemment est quand même toujours en forme. Et puis aussi Andrew Douglas qui représentait l'Angleterre et qu'on a l'habitude de voir à l'avant sur les championnats internationaux élites ou sur les courses de très haut niveau. Donc qui s'est fait sortir à nouveau par Edu qui a doublé la mise sur le format up and down. Donc ça court très vite chez les anciens. On rappelle au Allez, passage que un John Albon pourrait être à ces championnats du monde master, hein, par exemple. Donc mais c'est, pas toi, je trouve que pas la, toi, ca- Nico. je trouve que la catégorie 35-39 ans, elle a pas un grand sens parce que quand t'es un athlète de haut niveau à cet âge-là, pour moi, t'es encore au top niveau mondial, quoi. Donc je trouve que c'est au-delà, à partir de 40, on peut discuter, mais c'est vrai que 35-39, je trouve que c'est une catégorie où bah, les meilleurs coureurs du monde vont pas faire ça parce qu'ils font les plus grandes courses du monde, quoi. Et on le rappelle, alors si je dis pas de bêtises, vous me contredirez peut-être, mais tout le monde peut y participer. S'il n'y a pas de sélection officielle, donc si demain vous voulez aller faire les championnats du monde master, vous mettez un maillot de l'équipe de France de foot et vous courez avec ce maillot-là, c'est possible. Ouais, ouais, tout à C'est fait. ça? C'est ouvert à tout le monde. Voilà. Allez, première manche, nouvelle manche des Golden aux USA qui a eu lieu ce week-end sur la côte ouest, juste à côté de San Francisco. C'est la première manche des deux manches qui auront lieu aux États-Unis. Ça va être deux manches qui vont être très 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 rapides. La preuve en est ce week-end, c'était une course qui faisait 27 km, 1300 mètres de dénivelé, remportée en 1h55, donc à plus de 14 km/h par le Marocain Elouzine Elazaoui, devant le Kenyan Philemon Kiriago. Elouzine, il nous fait une saison exceptionnelle avec, après sa deuxième place à Zegama derrière Kylian et sa victoire devant Rémi au marathon du Mont Blanc. Il est d'ailleurs leader du classement général des Golden devant les deux Kenyans, Patrick Kipangeno et Philemon Kirego. Rémi n'est que quatrième. Et puis on avait notre Fredo Tranchant, un des deux seuls Français présents sur la manche américaine qui a fait septième au scratch. Le deuxième Français étant votre collègue du team Brooks, Pierre Galbourdin, qui a fait une très belle course, qui a fini 13e. Et puis on a vu Christian Allen, l'Américain qui avait dynamité l'OCC avant de faire DNF, qui se classe cinquième. Et j'ai regardé un petit peu ses résultats, je l'avais pas vu passer, mais il a quand même fait 14e à Zinal en 2h37 cette année. Donc c'est un sacré coureur. C'est un Et mulet puis très chez les rapide. filles, t'as dit quoi? C'est un mulet très rapide.
Oui, alors allez voir son compte Insta, il a effectivement un beau mulet à l'américaine. Et puis chez les filles, ben, victoire kenyane, Joyce Njeru qui l'a emporté et qui devient elle aussi leader du classement général devant la Roumaine Maddalena Florea et puis Mon Matisse qui est troisième du classement général. Petit avis sur les Golden, comme d'hab, moi je trouve que c'est toujours difficile d'y trouver un attrait à ces Golden, surtout quand ils sont très loin. Je trouve que c'est très intimiste. En plus, il n'y avait pas de live en direct sur cette manche. Donc voilà, la deuxième manche américaine aura lieu ce week-end. Ils enchaînent sur un format relativement similaire, 26 km, 1400 mètres de dénivelé. Voilà, un petit avis sur les Golden. Moi, si je te rejoins aussi, c'est sûr que les manches qui sont un peu loin, on a un peu plus de mal à s'identifier et c'est forcément moins excitant à suivre avec le décalage horaire et moins de coureurs qu'on connaît que des manches plus locales comme Sierzinal ou Marathon du Mont-Blanc. Et je pense que ouais, il y a quand même un petit cœur de coureurs qui sont les leaders qui vont jouer le reste, mais il y a quand même pas la densité, j'ai l'impression que sur les manches européennes et c'est pas, j'étais pas à fond pour suivre la course et voir direct les résultats. C'est plus le soir, je me suis dit ah oui tiens aujourd'hui il y avait les Golden, ça a donné quoi? Je suis allé voir, mais il y avait un petit peu moins de d'attrait que pour moi, pour nous en tout cas pour les manches européennes, ça c'est sûr. Ouais, moi, je suis assez d'accord. Je trouve que ça fait un peu vaste clos, quoi. Les Golden, c'est un peu en train de devenir ça, surtout bah, quand c'est en tournée, parce que notamment, bah, si t'es pas dans les meilleurs coureurs, tu c'est tout à ta charge. Donc, c'est quand même des gros déplacements. On rappelle, malgré le niveau monstrueux, la plupart des athlètes sont quand même pas forcément professionnels. Donc, c'est un peu la limite. Et après, les performances, elles sont absolument stratosphériques. Enfin, surtout en particulier la victoire de El Ouzine qui m'a un peu surpris parce que sortir Philemon qui a failli battre Kylian, on le rappelle, à Sirdinal sur un profil quand même globalement roulant, où ça a couru, je crois, à près de 15 km/h de moyenne. Franchement, non, il est hyper impressionnant. Il fait une saison monstrueuse. Donc voilà, le niveau est très grand. Moi, je trouve qu'on commence à tomber. Je sais pas si c'est dans un travers, mais de quitter, et de perdre un petit peu ce qui a fait, je pense, la particularité du trail, c'est-à-dire de mélanger tous les coureurs sur une même ligne de départ. Là, ça commence à devenir voilà, un circuit type Coupe du Monde de n'importe quel sport où il y a que les meilleurs coureurs du monde qui sont au départ et en particulier sur ces manches qui sont, alors pour l'internationalisation bien sûr du circuit, mais qui sont pas des courses populaires comme ce qui a fait pour moi le succès des Golden au début, c'est-à-dire quelles sont les grandes courses où il y a les meilleurs coureurs du monde, mais aussi le grand public. Et ça, c'est un petit peu la limite. En plus, sans avoir les détails exacts, mais pour l'année prochaine, il devrait y avoir la disparition de certaines manches phares du circuit qui vont être remplacées par des courses, je pense, encore un peu intimistes. Donc, à voir comment ça va évoluer. Ok. Ouais, je suis assez Vas-y. d'accord. Le fait qu'il n'y ait pas d'autres coureurs, entre guillemets, amateurs et pas de public, ça fait quand même une ambiance très vide. Et du coup, on perd un peu l'intérêt de la course. Malgré que tu regardes les VAP de Rémi Bonnet, ça sort une VAP à 3,20 sur Strava, ça paraît complètement stratosphérique sur, je sais plus le temps d'effort, c'est 2h30. Enfin, Deux c'est heures. 2 heures, bah, c'est absolument lunaire quand tu regardes les stats, c'est impressionnant. Et donc, ouais, c'est vrai qu'on a clairement, comme disait Matt, du mal à s'identifier en tant que. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, en tant qu'athlète amateur. Ouais, clairement, tu te détaches de ces manches-là, ça donne pas vraiment envie de suivre ça, quoi. Et est-ce Ok. que vous savez pourquoi les manches américaines ou celles qu'il y a eu en Asie ne sont pas ouvertes au grand public, contrairement à Sierzinal ou au Marathon du Mont Blanc, ou Bon, même je Véga? pense que c'est ouvert quand même, hein, parce qu'il y C'est ouvert, c'est avait. ouvert. Il Ouais, n'y a pas de j'ai victoire regardé, alors? moi, le classement samedi, parce qu'il y avait certains athlètes là de Brousse que je voyais pas, et je pense qu'il y avait quand même 150, 160. Après, on rappelle aux US, il y a quand même plus de contraintes d'organisation, notamment si jamais c'est dans des parcs avec des nombres de dossards limités. Donc c'est vrai qu'aux US, on a quand même plus souvent des courses avec moins de participants aussi qu'en Europe, quoi. Ok. Donc Ouais, je ça n'a pense rien que à voir avec le c'était quand même mouvement. ouvert, mais je sais pas si c'est des grandes classiques en fait. Forcément des grosses courses. Est-ce que c'est pas plutôt voilà bah, quelle course va l'accueillir les Golden sur un format qui convient Après là c'est un peu plus organisé par un athlète élite. La prochaine manche ça Mammoth Lake c'est je crois que le directeur de course ou en tout cas il est bien dans l'organisation c'est Tim Tollefson. Mais voilà c'est peut-être moins des courses grand public que un Sirdinal, qu'un marathon du Mont Blanc ou autre quoi.
Je crois même que la manche qu'ils ont fait là, alors je sais pas si c'est l'organisateur, mais je crois qu'il fait partie de l'organisation, c'était Dylan Bowman. En tout cas, c'était juste à côté de là où il habite. Donc, pareil, c'est peut-être aussi, comme tu dis, un peu du petit copinage ça serait cool de venir sur ma course et faire une manche des Golden. Donc, à suivre en tout cas. Je reviens sur le Thor. J'ai petit oubli, je n'ai pas parlé des féminines, car on a quand Mm. même une victoire éclatante de Katharina Hartmut, l'Allemande qui a fait deuxième de l'UTMB l'an dernier, qui avait abandonné le Thor l'an passé et là qui est la première femme à passer sous les 80 heures. Donc c'est à souligner. Et elle remporte la course devant une Britannique, Sabrina Vergy. Et puis troisième, c'est notre Française Claire Banwarf qui, après avoir fini 18e de l'UTMB, a enchaîné avec ce Thor des géants. Deux petites actus pour terminer sur ce sujet. Le Grand Raid du Ventoux qui devient manche des UTMB World Series. Ce sera la 10e édition de cet événement l'année prochaine en 2025 que personnellement j'ai découvert cette année. C'est un événement que je connaissais pas du tout, alors que j'ai regardé, il y a quand même pas mal de participants. Toi, Nico, qui connais bien ce territoire, est-ce que tu en avais entendu parler de ce trail-là? Ouais, ça existe depuis quelques années. Alors, si je dis pas de bêtises, devait être la première année qui s'était venu à Malaucène, qui sera, je pense, le lieu de départ des courses l'année prochaine. Avant, c'était plutôt, si je dis pas de bêtises, à Gigondas. Donc, pour ceux qui connaissent, vers les dentelles de Montmirail, là, donc un peu plus à l'ouest du massif. Et là, maintenant, ils sont un peu plus rapprochés du Ventoux avec des boucles, qui vont dans le Ventoux et qui vont aussi dans les dentelles pour le grand parcours. Donc, ouais, non, c'est un beau territoire. Après, on a suivi un petit peu la polémique en début d'année avec notamment l'organisateur du Trail de Ventoux qui était pas forcément très heureux que l'UTMB vienne sur son terrain, on va dire. Mais bon, c'est, je pense, une manche qui va très bien fonctionner parce que c'est quand même, bah voilà, le Ventoux c'est mythique et puis la date est quand même extrêmement bien placée en début de saison sur des formats pas trop longs, même pour le 100 miles, ça reste un 125 bornes. Donc, je pense que c'est vraiment une manche qui va très bien fonctionner. Cool. Et puis la deuxième petite dernière actu, c'est Adidas qui devient partenaire titre de la Maxi Race et qui remplace Salomon. Donc voilà, encore une marque qui devient partenaire titre d'une course. Moi, je trouve ça me dérange, les marques qui deviennent partenaires titres. Donc, je rentrerai pas plus dans le détail, mais je trouve que ça dénature un peu l'essence de la course. Voilà. Moi, je rebondis vite fait Mathieu, là-dessus. on va pouvoir. Attends, je rebondis vite fait là-dessus. Vas-y. C'est un vrai problème de mon point de vue, notamment, on l'a évoqué sur la plus grande course du monde qui a lieu à Chamonix. Le partenaire titre qui a beaucoup plus d'exposition, c'est aujourd'hui quand même une source, hein, je ne sais pas si c'est de tension, mais c'est un peu problématique d'avoir comme sponsor titre une marque et donc une exposition beaucoup plus forte pour cette marque par rapport à toutes les autres et tous les autres équipementiers. Donc ça, c'est quand même pas évident. Et puis après, le sens de passer d'une marque à une autre, je suis pas très fan personnellement. Théo, on t'écoute. Ouais, c'est juste pour préciser que autre changement sur la Maxi Race, c'est que la course Rennes qui fait le tour du lac, à la base, c'était plutôt aux alentours des 80, l'année dernière, c'était 90, et là, on va passer sur un format 100K, enfin, sur 100 km, pardon, parce que c'est pas un truc UTMB. Et normalement, il y avait la Marathon Race, donc c'était une course surprise. Et comme l'année dernière, elle s'appelle à nouveau la Shock Race, et ça va être à nouveau un 60 km, mais avec un parcours qui sera connu. Et ça ne sera pas une découverte dans le bus le matin pour allier le départ. Donc ça fait quand même de beaux changements pour l'année prochaine sur la Maxi. En tout cas, on est en plein dans l'authenticité, dans le terroir avec ce beau nom, la Shox Marathon Race. C'est magnifique. Allez, on change. Vivement qu'on ait un Allez, sponsor pour Sylvain. qu'on appelle ce podcast Dacia, le trail qu'on aime. Ou le trail qu'on aime by Dacia. Non, nous, on va Ouais. buzzer, on va prendre Total. Ah, c'est Bon, déjà allez, la on Grand change. Raid qui prend ça. On va parler d'un autre gros événement, mais on va s'attarder un petit peu plus longuement sur ça. C'est les championnats du monde de skyrunning qui ont eu lieu il y a 2 semaines, je crois. Et on va vous en parler parce que dans le skyrunning, eh ben, il y a pas mal de petites choses à comprendre parce qu'il y a plusieurs fédérations, etc. Donc Mathieu va nous faire un petit état des lieux de comment tout ça s'organise au niveau des skyrunning. C'est à toi, Mathieu.
En effet, c'est mon petit topo du jour pour que ce soit un petit peu plus clair et que vous compreniez un petit peu comment fonctionne le skyrunning. Souvent, quand on emploie le mot skyrunning ou circuit skyrunning, c'est pour parler des Skyrunner World Series plus précisément. Et ce circuit de Coupe du Monde, c'est celui qui est le plus connu, mais le skyrunning, ça se résume pas qu'à ça en réalité. Donc, avant de vous parler un petit peu de la suite du skyrunning, on va quand même refaire le point de ce qu'est ce Skyrunner World Series. C'est un circuit international de 21 courses réparties plutôt en Europe, mais il y en a quand même partout dans le monde qui sont sélectionnés pour leur technicité, leur engagement et leur verticalité. Cette année, le circuit il est très long puisqu'il a commencé le 2 mars en Espagne et il se terminera à nouveau en Espagne pour la grande finale le 16 novembre. C'est des formats qui sont compris entre 24 et 52 km pour la manche la plus longue avec le mythique Trofeo Kima qui a eu lieu en août en Italie. Et au niveau sportif, en fait, à chaque manche, les points sont marqués par les athlètes et le classement, il se fait à la fin de la saison en additionnant les quatre meilleurs résultats plus le résultat de la finale qui a un petit peu plus d'importance où la participation est obligatoire pour pouvoir être classé à la fin de l'année. Et globalement, il y a quand même un bon niveau sur ce circuit puisque les vainqueurs du classement général, féminin et masculin, ils remportent chacun 20 000 euros à la fin de l'année. Donc ça attire quand même quelques très gros noms. Mais bon, il y a quand même beaucoup de courses, parfois même deux manches dans le même week-end, donc il y a quand même une dilution du niveau global, mais on trouve quand même à chaque fois des athlètes très très rapides à l'avant. Donc vous connaissez probablement déjà ce circuit, on va pas s'étaler plus que ça. Il y a des manches qui sont mythiques et d'autres qui sont un petit peu moins connues, mais le skyrunning, ce n'est pas que ça. Les Skyrunner World Series, la régularité est importante, mais il y a aussi en fait une fédération internationale de skyrunning qui chapeaute un petit peu le sport dans sa globalité et qui organise des compétitions à la journée, donc des championnats. Il y a des compétitions qui sont un petit peu plus atypiques que d'autres, notamment le championnat du monde de montée de gratte-ciel, donc c'est de la montée d'escalier au sein des gratte-ciel, ou des championnats du monde de course sur neige, donc des disciplines qui sont un petit peu moins connues. Mais il y a aussi, et ça peut sembler parfois des sports un petit peu cirquesques, si je peux me permettre, mais il y a aussi des championnats du monde. Cette année, il y en avait quatre. Donc, championnat du monde de course sur neige, et puis des championnats du monde de skyrunning jeune, de skyrunning master, et puis récemment, du 6 au 8 septembre, un championnat du monde élite. Donc ça n'a rien à voir avec les Skyrunning World Series. C'est vraiment deux choses qui sont séparées. Ouais, ouais, donc là, c'est des fédérations nationales qui envoient leurs athlètes et le classement se fait à la journée sur une compétition. Donc cette année, il y avait trois disciplines. Donc le vertical avec 8 km et 1000 mètres de dénivelé qui avait lieu le vendredi. Et puis le Sky Ultra, donc 70 km pour le samedi. Et le dimanche, il y avait le Sky, donc un petit peu le format roi avec 37 km et 2500 mètres de dénivelé, donc en Espagne. Alors maintenant, la question c'est est-ce que ces championnats, c'est une mascarade pour personne en manque de reconnaissance ou est-ce qu'il y a vraiment du haut niveau avec des belles confrontations? Eh bien, je vous propose de faire le point. Alors en France, comme vous l'avez probablement constaté, l'intérêt pour ces championnats, il était vraiment quasi nul du côté médiatique, mais il y avait quand même une petite poignée d'athlètes qui sont organisés pour aller représenter notre pays sur ces championnats. C'était pas le cas partout, mais il y avait quand même 41 nations représentées au total. Pour comparer, à Innsbruck, il y avait 68 nations aux mondiaux de trail et de course en montagne l'an dernier. Donc, on est presque à deux tiers de pays, donc c'est pas ridicule. Et il y avait quand même quelques noms remarquables à l'avant, donc comme Alain Santamaria, Rui Ueda, ou chez les féminines, Karina Carsolio, qui est en tête des Skyrunner World Series actuellement. Donc, forcément, c'est plutôt des spécialistes du skyrunning qui vont aussi sur ce même championnat. Et puis, absence quand même des superstars de la discipline, notamment en raison de la proximité avec la semaine UTMB aussi. C'était une semaine après la semaine UTMB, donc pas d'athlètes au-dessus de 900 chez les hommes. Et je crois qu'il y a aucune des filles aussi qui était au-dessus de 800 chez les féminines. Et puis, pour vous faire un petit tour d'horizon des résultats, sur la verticale, on notera un doublé espagnol par un couple basque, donc Alain Santamaria qui s'impose et sa compagne Nayara Irigoyen, donc désolé les Basques pour la prononciation. Sur le format long, c'est cette fois l'Italie qui a brillé avec un doublé, avec la large victoire de Christian Minoggio avec plus de 30 minutes d'avance chez les hommes. Et chez les féminines, c'est Giulia Marchesoni qui l'emporte. Et enfin, sur ce qu'on peut considérer la course reine, rebelote du Basque Alain Santamaria qui s'impose devant l'Italien Lorenzo Beltrami et le Japonais Rui Ueda. Chez les filles, deux Suédoises que j'avoue, je ne connaissais pas, qui ont mené la danse, donc Jernberg puis Fjallstedt devant Karina Carsolio. Et puis pour la petite anecdote, enfin c'est pas forcément une anecdote, mais moi j'ai regardé le live
Et j'ai trouvé quand même que c'était un live vraiment de bonne qualité. Il y avait beaucoup suivi des athlètes, il y avait des plans de run. Les commentaires aussi, bon, c'était qu'en espagnol, mais c'était quand même des experts qui ont fait des commentaires très quali. Ils savent vraiment y faire en Espagne. Et puis aussi, j'avais un pote d'Innsbruck qui allait représenter l'Allemagne là-bas. Et il m'a dit quand même que c'était très bien organisé, qu'il savait faire le show, que c'était un bel événement, que ce Desafio Urbion qui a accueilli la course. Allez, le petit point data, c'est une petite question pour vous. J'ai travaillé un petit peu, j'ai fait l'analyse du niveau de l'indice ITRA général des top 10 hommes et des top 10 femmes. Donc j'ai pris les 10 premiers, j'ai pris leur cote générale et j'ai fait une moyenne. Et puis on peut comparer ça à ceux d'Innsbruck pour voir un petit peu les différences de niveau dans ces deux championnats. Je vous pose une question, on va commencer par les filles. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous pouvez essayer de donner une estimation du niveau moyen du top 10 à Innsbruck sur le format marathon et sur ce championnat du monde sur le format Sky? Nico, est-ce que tu as une idée pour les deux chiffres? Je dirais 770 pour Innsbruck et 730 pour le skyrunning. Alex? C'est chaud ton truc là. Moi, je dirais, je trouve Nico un peu optimiste sur Innsbruck. Je dirais 700. Ah, mais ça avait surcoté Innsbruck. Oui, Ah, mais il a c'est pris les très codes cher. Non, c'est les générales, pas codes leur code sur générales, la hein. course. Ah oui, je suis con. Bon, moi, je dis 700. 700. Moi, je dis 730, 730. Je me dis qu'il y a eu le même densité. Allez, Théo, à toi de Allez, jouer. 740 et 700. C'était difficile, mais je pense que c'est Nico qui a encore une fois montré sa supériorité en termes de cotation et de connaissance du trail. Il connaît tout. Il avait dit 770 pour Innsbruck et il y a une moyenne de 771, donc un beau niveau. Par contre, là, il y avait vraiment clairement un manque de densité, un manque de haut niveau sur ces championnats du monde de skyrunning avec 700 de moyenne, donc 70 points de différence, ça fait quand même un gros gap. Je vous propose de faire des pronostics chez les hommes, niveau moyen à Innsbruck, et puis aussi en Espagne cette fois. On va commencer par Théo. Faut que se jeter dans la marmite. Ah, c'est compliqué là. Ah, on va dire 890 et 860. Vas-y, Nico. Tac, tac, tac. Alors attends, le top 10, ça devait être, je dirais du 893 et l'autre 835. Mais peut-être non, Moi, je même dis 845. 888 et 842. On était à 912 à Innsbruck. C'était vraiment des championnats exceptionnels, hein. Il y avait vraiment un niveau de fou. Et là, on était sur 862 pour la moyenne du top 10 sur la ligne d'arrivée chez les hommes. Donc, quand même un vrai gap de performance aussi, 50 points. Après 862, c'est pas ridicule, mais là, on parle quand même d'un championnat du monde. Bon, et les Français, ils ont fait quoi? Voilà, on va se pencher un petit peu sur nos Frenchies dans tout ça. J'ai contacté aussi Seb Poisy pour qu'il nous parle un peu de comment ça s'est passé de l'intérieur pour aller sur ces championnats, comment fonctionne la fédération française. Je vous donne d'abord les résultats. Ils sont quatre athlètes à avoir représenté la France dans ce championnat. Ils avaient tous le même programme, la verticale le vendredi, puis la course Sky le dimanche. Donc il y avait Louis Dumas, spécialiste un peu des courses verticales et du ski alpi, qui a terminé 9e de l'AVR, et puis 13e sur le Sky. Il y avait aussi Lucas Mouret, qui est aussi un athlète ski alpi l'hiver, qui fait 29e sur la verticale, puis 16e sur le Sky. Et puis Sébastien Poisy qui a fait 11e et 8e, ce qui lui a permis de monter sur la boîte sur le classement combiné, parce qu'il y avait aussi un classement combiné vertical plus sky. Donc on a quand même eu une médaille internationale sur ce championnat du monde. Et chez les filles, il n'y avait qu'une seule représentante, Olivia Magnon, qui était la seule française aussi qui nous vient des Pyrénées, qui a fait 10e sur la VR et 6e sur le Sky. Donc elle a fait aussi un top 5 au combiné, ce qui est pas mal. Donc pour ce qui est du fonctionnement un petit peu de la Fédération française, en fait c'est juste une association qui est gérée par Marc Villa, qui réside dans les Pyrénées, et c'est aussi l'organisateur de la Val Espire Sky Race, et il s'occupe aussi d'emmener les jeunes sur les championnats du monde de skyrunning jeunes. Et il fait un petit peu aussi la coordination du circuit français de skyrunning, parce que oui, il y a aussi un circuit national avec quatre manches. On va pas rentrer dans les détails, on va rester sur ces mondiaux. En fait, sur ces mondiaux, au niveau de la France, il n'y avait pas de modalité de sélection. Donc en fait, c'est les athlètes qui étaient motivés qui ont dû contacter ce responsable de l'association
en France qui sert de fédération. Et puis, c'était en fait des candidatures spontanées qui ont été ensuite transmises avec la Fédé internationale. Et puis ensuite, en fait, ces athlètes, il n'y a aucune organisation. Ils sont organisés entre eux avec un groupe WhatsApp pour trouver des maillots, se partager des maillots, de prendre un logement, puis aussi financer leurs déplacements. Et sur place, ils ont été assistés par leurs proches. Donc, on voit qu'on est toujours au balbutiement d'une organisation. Il n'y a pas du tout de fédération. Et par contre, en fait, en France, il y a très très peu d'intérêt pour circuit, mais c'est une question. On se demande, enfin, je me demande aussi un petit peu pourquoi, puisqu'il y a des pays comme en Italie ou en Espagne qui avaient des vraies sélections, un vrai staff. Franchement, Sébastien il m'a dit que l'Espagne avait autant de staff que d'athlètes, qu'ils avaient fait des stages de préparation et c'est des pays qui, ben, c'est aussi les pays leaders qui organisent ces championnats sur les dernières années, que ce soit les championnats d'Europe une année sur deux ou les championnats du monde. Nico, tu veux nous dire quelque chose? Je pense que l'une des différences, notamment en Espagne, c'est qu'en Espagne, il y a quand même une vraie culture au niveau de la fédération. Alors, je me rappelle jamais du nom, mais ça doit être la C'est la FEDME. FEDME. Ouais, ce qui est l'équivalent de la FFME en France. Mais du coup, ils sont quand même bien branchés course à pied, alors que la FFME, ben, elle parle pas trop de course à pied en France. Donc, je pense que ça joue quand même avec une vraie fédération quand même puissante qui est impliquée dans le skyrunning. Et c'est pour ça aussi que des fois, on n'a pas trop certains Espagnols aussi sur les championnats plutôt entre guillemets World Athletics. Donc ça, c'est un peu la différence un peu culturelle entre nous. Et l'autre élément que je vois, moi, c'est que bah, là, dans notre cas, on a quand même en France le plus grand événement trail du monde qui a lieu chez nous en France, et ça a forcément, je pense, quand même un impact, hein. Ouais, pour t'appuyer sur l'aspect culturel, Nico, pour avoir deux jeunes Espagnols dans l'académie Sidas Matrix, effectivement, eux, ce qui les fait rêver, c'est clairement le skyrunning et notamment en Catalogne, c'est quelque chose qui est vraiment très très culturel et qui passionne les jeunes espagnols. On a terminé sur ce sujet. J'ai une Si vous petite voulez teaser conclusion. un petit peu. Petite Non, non, mais Mathieu, conclusion c'est bon, qui va nous Mathieu, tu servir nous aussi fatigues avec le d'ouverture skyrunning. pour la question avec notre abonné. Donc, on voit que c'est un mouvement qui est vraiment mené par les coureurs et une dynamique qui nous vient plutôt des Pyrénées sur le territoire français, puisque trois des quatre athlètes étaient pyrénéens. Mais on voit qu'il n'y a par contre, aucun relais pour les médias et par les athlètes plutôt alpins. Donc, on dirait qu'il y a comme une frontière entre ces deux mondes. On y reviendra dans la suite du podcast. Merci, Mathieu. Allez, ben, on va pouvoir passer à notre nouvelle rubrique, la rubrique. On n'a pas trouvé de nom encore, donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire sur Instagram. La rubrique de Théo, notre kiné, qui va nous parler des bienfaits de la musculation. Ouais, alors c'est pour rebondir sur un article qu'Alex nous a envoyé sur la conversation. En fait, c'était un article de Stadion Actu où c'était une interview de Vincent Bouillard. Donc, bon, ceux qui savent pas, ils ont peut-être hiberné le dernier mois, mais c'est le dernier vainqueur de l'UTMB. Et en fait, dans cet article, à un moment, il dit qu'il a réussi à tenir musculairement sur l'ensemble de l'UTMB et qu'il avait passé beaucoup d'heures à la salle de muscu et que ça avait vraiment payé pour lui. Alors, du coup, c'était l'occasion parfaite pour rebondir et vous expliquer rapidement les intérêts de la musculation chez le trailer. Et on va pouvoir séparer principalement en deux catégories. La première, c'est l'intérêt sur la rééducation ou la prévention secondaire. En fait, c'est de prévenir une récidive de blessure. Et donc, dans ce cas-là, l'intérêt, c'est de diminuer d'éventuels déficits ou déséquilibres. Alors, pour savoir si on a des déficits ou des déséquilibres, ce qui est important, c'est de faire des exercices pour se tester ou alors se servir d'un dynamomètre. Donc là, c'est un petit peu plus complexe. Généralement, il faut se rapprocher d'un kiné ou d'un préparateur physique. Mais là, globalement, ça sera de renforcer un muscle qui est déficitaire par rapport à un autre. Je prends un exemple concret. Je me fais une entorse de la cheville. Les muscles fibulaires, donc c'est les muscles qui sont sur le côté externe du mollet, qui protègent de l'entorse, ils peuvent avoir un déficit. Et là, on va essayer de rééquilibrer, par exemple, la droite par rapport à la gauche. Mais on peut aussi avoir un déficit qui est bilatéral, quelqu'un qui n'a jamais fait d'entorse et qui a les fibulaires déficitaires de chaque côté. Donc là, ça peut être intéressant de travailler les deux côtés parce qu'on sait que quelqu'un qui n'a pas 30% de son poids de corps en force dans les fibulaires, ça peut être problématique et à risque d'éventuelles blessures. Et puis, on a un deuxième intérêt sur la performance et la prévention des blessures. Et donc là, l'intérêt, c'est de non, pas l'intérêt. Le moyen, pardon, c'est de faire de la musculation chargée et lourde. Donc, en gros, c'est peu de répétitions, mais très intense, avec des temps de récupération très longs. Deuxième point, c'est
quand faire de la muscu et est-ce que c'est nécessaire pour tout le monde? Je pense qu'il faut séparer la réponse en deux parties, avec une première partie en période hivernale. Quand on est loin des objectifs, c'est le moment de faire de la muscu, de développer certaines qualités et de mettre l'accent sur les points faibles. Voilà, et ça va pas avoir trop d'impact sur la pratique en course à pied, notamment quand on sera en été et qu'on aura des volumes plus gros, ça sera compliqué de placer 1 à 2 muscu par semaine. Plutôt, l'objectif de l'été, ça va être de faire des rappels de ce qu'on a développé l'hiver. Donc, ça peut être un rappel tous les 20 à 10 jours, une petite séance de rappel un petit peu plus court. Peut-être au lieu de faire 1 heure, on peut faire 40 minutes. Voilà. Et en période estivale, on va peut-être devoir différencier un athlète qui est en plaine d'un athlète qui est dans un terrain montagneux, en tout cas où il a accès à du dénivelé. Parce que quelqu'un qui s'entraîne en Bretagne, ça va être compliqué d'avoir des grosses adaptations musculaires. Alors que si on a un athlète dans les Alpes ou dans les Pyrénées, s'il fait une semaine à 120 km et 7000 mètres de dénivelé hebdo, bah là, ça va être compliqué de rajouter de la muscu. Et on peut faire un dernier point sur la musculation. On peut dire qu'il y aura à peu près 3 niveaux. Le premier niveau, c'est vraiment plutôt juste du renfort musculaire très basique. Ça peut être poids du corps avec des petites haltères, des bouteilles d'eau ou des élastiques. Donc ça, c'est vraiment quasiment de la PPG, on va dire. On a un deuxième niveau où ça va être avec des poids additionnels type kettlebell ou quelques haltères de quelques kilos. Et on aura un troisième niveau qui, là, sera beaucoup plus dur, euh, mais aussi beaucoup plus intéressant. C'est d'avoir de la musculation lourde. Donc là, c'est soit avoir du bon matos à la maison avec, par exemple, une barre ou avoir accès à une salle de muscu. Voilà. Et puis, juste un petit rappel, c'est important de voir les intérêts de la muscu chez le coureur et c'est important d'en mettre en place. Cependant, il ne faut pas tomber dans l'excès, il ne faut pas vouloir en faire trop parce que ça va avoir un impact sur la fatigue et sur les courbatures. Et la priorité du coureur, ça reste de courir, évidemment. Je ne sais pas si Nico, tu veux compléter, peut-être tu as l'habitude Ouais, de je vais juste collaborer un peu. rebondir là sur ce que tu as dit à la fin. Effectivement, la musculation, notamment si tu mets des charges lourdes, comme tu l'as évoqué, doit être considérée comme une séance entre guillemets intensive, quoi. On peut pas considérer le cardio monte pas, donc du coup c'est pas une séance dure. Non, c'est une séance dure parce que musculairement c'est quand même très très sollicitant et notamment l'intérêt de la musculation, sans entrer dans les détails, c'est quand même l'aspect neuromusculaire. Et donc, du coup, on a des grosses fatigues, on va dire, du système nerveux. Et donc, il faut quand même se méfier avec les grosses séances de musculation. Et c'est pour ça que ça se convient, par exemple, bien en période hivernale avec, par exemple, un bloc de foncier et de la muscu en parallèle. C'est des choses qui fonctionnent bien. Et ma vision, moi, on va dire, globale de ça, c'est que c'est pas un facteur déterminant de la performance. Par contre, il faut un certain niveau de force en trail pour être performant. Et donc, du coup, si on n'est pas, entre guillemets, naturellement fort pour diverses raisons génétiques, le terrain où on s'entraîne, forcément, celui qui fait 300 000 mètres de dénivelé dans l'année, bah, il est fort de par son entraînement. Mais sinon, si on a plutôt une tendance à être, entre guillemets, faible, la musculation est un vrai levier. Toi, Mathieu, c'est quelque chose que la musculation, notamment avec des charges lourdes, c'est quelque chose que tu as intégré depuis quelques années maintenant, notamment avec Théo. Rapidement, si tu pouvais nous faire un petit bilan de toi, ce que les apports que ça t'a, parce que ça t'a apporté globalement. Ouais, bah, ça a mis quand même vraiment beaucoup de temps avant qu'on aille sur des charges vraiment très lourdes, puisqu'il faut vraiment prendre le temps de s'adapter. Mais dès qu'on a commencé à travailler ensemble, j'étais déjà un petit peu. Je pensais déjà que c'était important, mais il a fini de me convaincre et surtout d'avoir quelqu'un qui te donne les plans, ben, ça te met le pied à l'étrier. Donc, depuis qu'on travaille ensemble, surtout, on a mis le focus en hiver avec à peu près une séance tous les 5 6 jours pour développer la force max. Et donc, puis après, des rappels pendant la saison. Et puis, quand on s'approche plus des objectifs, on fait des choses un petit peu plus spécifiques. Donc, un petit peu plus de pliométrie, un petit peu plus d'endurance de force. Mais là où je pense que j'ai vraiment gapé, c'est sur la force max. Et je pense que ça a vraiment. Après, c'est toujours dur de le lier directement à des sensations, etc. Mais moi, j'aime vraiment. Ouais, je pense que maintenant, enfin, c'est pas du tout quelque chose où je me dis que je vais arrêter, quoi. Je pense que vraiment que je vais continuer. Et donc ouais, j'aime bien ça. C'est sûr que en plus ça casse un petit peu la monotonie de courir toujours ou de faire des efforts tout le jour en endurance. C'est un effort aussi qui est différent. Moi j'aime bien. Chouette. En tout cas, si vous voulez creuser un petit peu le sujet, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Instagram de Cap Prévention et à contacter
le meilleur kiné de France, Théo Robin. Arrête avec ça, toi. Euh, il y a, il y a plein d'infos. Je tiens à dire quand même il a suivi. Alors, je sais pas si c'est toi qui suis vraiment Nico, mais en tout cas, c'est toi qui me suis il y a pas il y a pas d'autre mot. T'es le meilleur kiné de France. Ouais, Voilà. bien sûr. T'as le meilleur Selon coach Alex de Euh, Viol. France, le meilleur kiné Voilà. de France. il y a plein d'infos sur votre page Insta Cap Prévention. Donc, vraiment, c'est une mine d'informations. Donc, n'hésitez pas, ceux que ça intéresse, à vous rendre sur sa page. Nico, est-ce qu'on se fait rapidement ta petite rubrique qu'on va appeler peut-être la rubrique entraînement? Il y a beaucoup de gens qui sont en train de préparer les Templiers puisque dans un mois, ça va arriver vite. On sera à Millau pour cet événement-là. Toi, tu es un grand spécialiste de cet événement. Des formats de course qui demandent des qualités bien particulières. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bah justement, je pense, un peu la partie pédagogique sur le début. C'est justement bah, quand on prépare une course et qu'on veut créer une séance, on va dire, spécifique à l'événement, bah faut comprendre d'abord quelle est la course. Donc tu l'as dit, les Templiers, c'est une course qui fait 80 km, qui court, on va dire, aux alentours de 7 heures pour les tout meilleurs coureurs. Donc c'est quand même long. Ce qui fait la différence globalement au Templier, c'est certes sa capacité à courir vite, mais surtout sa capacité à ne pas ralentir au fil des kilomètres. C'est vraiment ce qui fait la différence. C'est pour ça que souvent, bah, on voit un groupe euh, où il y a de nombreux coureurs sur le premier plateau, et puis ça se réduit, et globalement, bah, ceux qui tiennent, c'est ceux qui résistent le mieux. Donc, dans cette période-là, on s'approche de la course, on est plutôt dans une période spécifique, donc on va faire une séance qui sollicite des qualités qui vont être nécessaires à performer. Alors, je suis pas très grand fan de la séance clé parce que je pense que la séance clé n'existe pas. Ce qui fait la performance, c'est la constance de l'entraînement. Ça, c'est important de le dire. Mais si je devais donner une séance que j'aime bien faire ou proposer, c'est ce que j'appelle un petit peu une sorte de tempo long. Donc c'est une séance qui commence par une première partie plutôt de pré-fatigue. Donc bon, on appelle ça rando course, footing long, qui dure quand même 45 minutes. Donc c'est déjà une partie d'endurance assez longue. Derrière, on fait, pour ceux qui sont habitués, quelques gammes, quelques lignes droites pour voilà, améliorer un petit peu la mobilité avant de courir un petit peu plus vite, même si on va pas courir à des allures extrêmement rapides. Et ensuite, on fait une première partie, on va faire 2 fois 30 minutes, à peu près à son allure de la course, donc autour du SV1 pour ceux qui sont familiarisés avec l'entraînement, un petit peu au-dessus. Le terrain, personnellement, je le fais plutôt faire sur du terrain roulant, mais on peut imaginer le faire aussi avec une première partie en bosse et puis par exemple une relance plutôt roulante, comme on trouve souvent sur les Templiers. Une récup de 4-5 minutes où on profite pour bien se ravitailler, même si on peut se ravitailler aussi pendant le bloc. Donc on répète 2 fois ce bloc de 30 minutes. Après, on fait à nouveau une récup et puis on finit par une partie qui est plus, à mon sens, alors c'est une partie un peu plus physiologique, mais aussi une partie très mentale. C'est une quinzaine de minutes, plutôt proche de son seuil 2. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement difficile parce que la séance, elle est longue. Et après, on fait un petit retour au calme, donc une belle séance qui dure environ 2 heures et demie. Et ce type de séance-là, c'est un peu, on va dire, une séance. Alors là, elle est déjà longue et c'est plutôt la séance, on va dire, qu'on fait un peu à la fin du cycle. Mais on peut dire qu'à partir des 6 à 8 semaines avant la course, c'est une type de séance qu'on peut faire à peu près une fois par semaine. Par exemple, ben, on peut faire ça le samedi et puis on enchaîne sur une rando course plus basique en endurance le dimanche, par exemple, et ça nous fait un bon bloc chaque week-end parce qu'il y a quand même vraiment une notion de travail musculaire qui est extrêmement importante sur le Grand Trail des Templiers pour faire un bon niveau de performance personnelle. J'imagine que si tu commences à 8 semaines avant l'événement, tu commences pas par 2 fois 30 minutes de tempo. Enfin, Non, bah, de... globalement, c'est une progressivité, on va dire, jusqu'à ça dépend un petit peu de l'habitude des gens, mais globalement, on va dire que si on commence à faire sa plus grosse séance à 4 ou 3 ou 4 semaines de l'événement, on prend pas trop de risques. En dessous de 3 semaines, ça, c'est vraiment le travail de l'entraîneur, les habitudes, mais on va dire que jusqu'à le week-end qui est à 3 semaines de la course, on peut proposer sa plus grosse séance. Et avant, en amont, on aura fait tout ce qui est le développement un petit peu plus général. Alors même si les Templiers, c'est souvent des préparations particulières parce qu'elle arrive en fin de saison, donc on n'a pas une vraie phase, mais ça dépend. Par exemple, si on a fait un événement majeur fin juin et qu'on est vraiment reparti uniquement sur les Templiers à partir de début juillet, ben on a refait une phase spécifique avant d'aller dans cette phase, enfin une phase de développement général, pardon, avant de faire cette phase spécifique
qui est toujours dur de donner des généralités, mais qui va durer entre 4 et 8 semaines selon les différents objectifs qu'on a dans les semaines qui précèdent le Grand Trail des Templiers. C'est une séance que tu conseilles de faire quel que soit son niveau? Bah, après, c'est une séance de 2h30, donc ça reste une séance qui s'adresse plutôt à des gens qui ont quand même une visée un petit peu compétitive. Après, pour moi, quand on est sur des coureurs qui ont moins cette vision-là, le Grand Trail est une course qui est longue et avant tout, il faut avoir le volume. Donc, moi, je suis plutôt quelqu'un qui est adepte à un moment donné, quand on baisse un peu en niveau, ben, avant tout, de donner le kilométrage suffisant aux gens pour faire la séance. Mais globalement, le tempo, c'est quand même quelque chose que je fais faire à beaucoup d'athlètes en prépa des Templiers parce que c'est vraiment l'allure plus ou moins à laquelle on va se déplacer. Donc, pas forcément, plus on met longtemps pour faire la course et plus on se rapprochera d'une allure vraiment d'endurance stricte parce que tout le monde comprend bien que celui qui met 7 heures ou celui qui met 15 heures, ben, on est du simple au double et c'est pas du tout le même type d'effort, quoi. Ok, très bien. Juste pour rappel, donc du coup, toi, Nico, tu seras sur le 80 cette année. Et on aura Théo aussi, notre kiné, qui sera présent sur le 80. Théo, ça se passe comment la prépa? Eh ben, c'était un peu galère parce que j'ai fait 2 chutes sur mon genou. J'avais des contusions, enfin, je me suis fait une espèce de contusion osseuse. Après, j'ai eu le Covid, mais là, ça y est, j'ai enfin passé une belle semaine avec 100 bornes. Donc, moi, pour moi, je suis content pour mon niveau. Et là, on est parti pour encore 3 semaines de bloc et puis 2 semaines d'affûtage. Donc, je me retrouve bien dans la séance qu'a dit Nico parce que mon coach Pierre-Arnaud Bourguegnol, qui est dans la même structure que Nico, me met des séances très similaires. Donc, je suis complètement d'accord. Au top. Et du coup, moi aussi, je serai présent sur les Templiers, mais je n'annonce toujours pas ma course pour éviter que d'autres personnes s'inscrivent. Si, Quel plaisir. Eh faut ben, s'inscrire sur l'intégrale d'Écosse. allez, bah écoutez, on va pouvoir passer à notre dernier sujet et on va pouvoir accueillir eh ben, notre invité qui est abonné du KissKissBankBank de Mathieu, Maxime Vigne. Maxime, comment tu vas? Très bien, mais merci déjà à vous de m'accueillir. Je suis très content voilà de partager voilà ce podcast et de l'invitation. Voilà, je suis un suiveur régulier de Mathieu et du podcast. Donc merci à vous. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bon, on entend que tu es pyrénéen. Raconte-nous un petit peu quel est ton rapport au trail? Ah mais tu m'apprends que ça s'entend. Apparemment j'ai un accent. Apparemment ça c'est ça. Donc non, mais voilà, ben moi Maxime, j'ai 32 ans. Je suis un amateur de sport en général. Je suis voilà de cyclisme, de foot, je suis l'intégralité des sports. Mais c'est vrai que j'ai une affection depuis plusieurs années pour le trail et que je regarde et assidûment par les résultats, par des podcasts, par de la lecture. Donc je m'intéresse aussi de par mon parcours que j'ai eu dans le sport, dans une autre pratique, pas mal à l'entraînement. Et donc voilà, c'est cette pratique du trail que j'ai. Et ensuite, ouais, moi, à mon niveau, voilà, je suis un coureur entre guillemets récréatif, mais quand même qui m'implique, voilà, entre 10 et 15 heures d'entraînement semaine. Donc voilà, je suis suivi, je pense par quelqu'un que vous connaissez ou du moins qui est connu, je pense par Nicolas Martin. Je salue mon coach Stéphane Ricard, voilà qui m'accompagne au quotidien. Donc voilà, et je serai aussi sur les Templiers, sur bien sûr le Grand Trail, le 80 km. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on prépare là d'ici un mois. Très cool. Du coup, comme je le disais dans l'intro, tu viens nous parler d'un sujet qui te tient à cœur, le manque de représentativité et de présence des Pyrénéens dans les médias trail. Et pour donner un petit peu de contexte, je vais me permettre de lire le message que tu as envoyé à Mathieu pour intervenir dans le podcast. Donc, je cite, dans l'ensemble de ces médias et des intervenants, il n'y a jamais de sportifs ou intervenants provenant des Pyrénées ou du Pays Basque, alors que le trail y est très présent depuis de nombreuses années avec des courses fortes et populaires, parfois plus que dans d'autres lieux. Même quand certains acteurs ou sportifs font des performances, tu cites Gauthier Bonnecarrère qui a fait 9e de l'UTMB, cela n'est pas du tout mis en avant. Pensez-vous qu'il y ait une explication à la non-représentation de ces territoires dans le paysage du trail? Personnellement, je pense avoir un début d'explication. Eh ben Maxime, pardon, on t'écoute si jamais tu as une explication à ça.
Alors voilà, c'était un petit côté chauvin. Alors bien évidemment, loin de là de remettre en idée que effectivement le trail aujourd'hui, le point névralgique, et on sera tous d'accord que ce soit en termes de compétitivité et événements, c'est les Alpes. Mais c'est vrai que par exemple, je trouve, j'écoute quand même beaucoup de podcasts. Je lis aussi des articles et c'est vrai qu'il y a je trouve en tout cas une faible mise en avant de certains athlètes qui ont du niveau également dans les Pyrénées. Ça reste quand même le deuxième massif montagneux de France avec, je sais que notamment toi Alex, que tu as déjà participé à des événements puisque je suis aussi à l'organisation du Trail des Gabizos où tu étais cette année. Euh, donc, Ah oui. euh, donc voilà, il y a quand même il y a quand même des événements je vais pas les citer, hein, voilà, qui sont connus et reconnus. Et c'est vrai je trouve que la couverture médiatique, que ce soit en termes d'athlètes et de ces événements, est peu représenté. Donc peut-être c'est un biais qui est peut-être vous n'allez pas avoir le même ressenti. Mais l'exemple typique, voilà, c'était Gauthier Bonnecarrère qui fait neuvième de l'UTMB, qui je pense est peu connu, ou alors vraiment voilà des spécialistes comme vous. Mais par exemple, voilà, on n'entend pas forcément parler de ces athlètes-là. Euh, mais après, voilà, après j'y ai réfléchi et vous me donnerez votre avis. J'ai donné, il y a quelques explications. Effectivement, déjà, je pense, on peut aussi entre guillemets au niveau un peu état d'esprit et sociologie, je vois que je pense au niveau du caractère voilà de ces coureurs-là, c'est peut-être pas des gens qui aiment trop s'exprimer ou se mettre aussi en avant, c'est peut-être une pratique du trail qui est un peu différente liée au caractère des Pyrénéens. Donc voilà, je pense que ça en fait partie, donc il faut aussi se regarder. Mais voilà, c'était un sujet que je trouvais ça qui me tenait à cœur et voilà pour mettre un peu en avant aussi ces coureurs et notre région, voilà, qui est, je trouve, assez magnifique pour pratiquer ce sport. Ouais, effectivement, bah, je vais commencer pour répondre un petit peu à tout ça. Effectivement, moi j'ai découvert les Pyrénées il n'y a pas si longtemps que ça, par le biais des Gabizos où on était avec Mathieu il y a quelques années. Et tu parles d'état d'esprit. Effectivement, je trouve qu'il y a, pour y revenir depuis 3 ans, chaque été, je trouve qu'il y a vraiment une différence assez marquée en termes d'état d'esprit, en termes d'ambiance chaleureuse et accueillante. Et effectivement, j'ai l'impression dans les Alpes, alors bien sûr, on va faire un peu de généralité, mais dans les Alpes, on est un peu plus sur le Matu-Vu. Tu l'as dit, c'est le cœur névralgique avec les plus gros événements et notamment l'UTMB qui représente énormément cela, mais un peu plus dans le Mathieu dans les Alpes et un peu plus dans l'authenticité et dans la rusticité dans les Pyrénées. En tout cas, moi, à chaque fois à titre de comparaison, j'ai participé au Grand Raid des Pyrénées l'an dernier et je suis à l'UTMB tous les ans depuis de nombreuses années. Le GRP, donc le Grand Raid des Pyrénées, c'est le plus grand événement des Pyrénées. C'est clairement en termes d'atmosphère, d'état d'esprit, de tout ce qui se passe sur place, c'est les opposés. Donc vraiment, il y a vraiment une différence notable entre les Pyrénées et les Alpes à ce niveau-là, ouais. Ouais, mais Tu veux par exemple, là, réagir? tu vois, tu prends un bon exemple, mais je pense qu'aujourd'hui, le Grand Raid des Pyrénées, sans lui faire offense, ça se rapproche plus d'une échappée belle dans les Alpes, où je pense que tu vas retrouver un peu la même type d'ambiance. Et je pense que cette différence, elle est liée à plusieurs éléments. C'est d'abord, les Pyrénées sont quand même excentrées en France, ils le seront toujours. Alors que les Alpes sont quand même sur un axe Paris, Lyon, Marseille, Marseille qui est quand même un grand axe en France et c'est pas très loin. Et donc du coup, le fait que ce soit excentré et qu'il n'y ait pas de très grande course qui du coup va forcément attirer, même si je pense que le centre névralgique du trail français ce week-end sera du côté du Pays Basque avec la Skyrun. Mais c'est vrai que sinon, c'est dur de faire venir les meilleurs coureurs français qui sont, bah, il y en a quelques-uns dans les Pyrénées, mais globalement plutôt dans les Alpes, parce que bah, les coureurs alpins ont des grandes courses dans les Alpes, et c'est vrai qu'on va rarement dans les Pyrénées. Enfin, moi, le premier, je suis jamais allé courir une compétition dans les Pyrénées, quoi. Parce que, et pourtant, il y a des belles courses, mais déjà, bah, c'est un territoire montagneux, donc c'est pas accessible toute l'année.
Tu as déjà couru dans Enfin, les Pyrénées. ouais, j'ai déjà couru dans les Pyrénées. Je dis une bêtise. J'ai fait la Citadelle et puis Ah, j'ai Pyrénées fait où? l'Ultra Pyrénées, ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas couru souvent parce que bah, il y a moins de grandes courses que dans les Alpes et nous, on a la chance d'être au cœur un peu du microcosme du trail actuellement. Et c'est vrai que je pense que ça explique aussi ça. En plus du fait que malheureusement, entre guillemets, pour les Pyrénéens, je pense que ce qui manque pour que ça explose, c'est que on est vraiment des Pyrénéens qui dominent, quoi. C'est-à-dire qu'on a des très bons coureurs. Kylian Mais Jornet, par exemple? oui, mais là, on est côté espagnol. Et puis, tu vois, il a quitté les Pyrénées, quoi. Et parce que je pense que c'est dur aussi de faire une carrière en restant dans les Pyrénées, parce que je disais juste avant, c'est que tu es excentré de beaucoup d'événements. Euh, mais sinon, je pense que le jour où un des meilleurs Français sera pyrénéen, alors il y en a des très forts, ils seront exposés, hein, parce que voilà, un Gauthier Bonnecarrère, si on parle pas beaucoup de lui, c'est que même si c'est énorme sa perf et qu'il fait top 10 à l'UTMB, ça reste le quatrième ou le cinquième Français, quoi. Donc forcément, il a un tout petit peu moins d'éclairage médiatique qu'un Yannick Noël, parce que Yannick, il a fait un podium dans l'année au Lavaredo. Mais sinon, je pense qu'on ne serait pas sur une très grosse différence de médiatisation entre les deux. C'est malheureusement un peu le cas quand tu fais une très bonne perf, mais qu'il y a des gens de ton pays devant, bah, tu es moins exposé. Là, tu fais un championnat du monde, tu fais une médaille de bronze. Si tu es le seul sur le podium, on va parler de toi. Si tu es troisième, s'il y a trois Français sur le podium, forcément, ton éclairage, il sera bien plus faible, quoi. Ouais, pour compléter Est-ce un petit que peu, c'est sûr que en fait, vu qu'on est le cœur, là où il y a quand même les plus grosses compétitions et le plus de choses qui se passent, on reste très fermé sur nous-mêmes et très auto-centré sur ce qui se passe dans les Alpes. Moi, j'ai quand même couru plusieurs fois les Pyrénées, puisque j'étais un moment à Bilbao. J'ai vécu 6 mois à Bilbao. Du coup, j'ai couru à Canfranc. J'ai aussi couru Ultra Pyrénéo. J'ai fait aussi une fois la Skyrun. J'ai fait les Gabizos aussi en 2021. Et à chaque fois, c'est clair que c'est des événements aussi qui sont exceptionnels et qui ont rien à envier à ce qui se passe dans les Alpes sur la plupart des courses. Mais comme on a les plus grosses courses, et ben, le focus, il est quand même plus mis là-dessus. Et c'est comme ce qui se passe en fait au niveau sociétal avec toutes les minorités. Et ben, en fait, on parle. Vu qu'on a suffisamment de choses chez nous, et puis dans notre cercle, on va moins se poser la question de ce qui se passe dans les autres cercles qui sont en dehors de chez nous. Et en fait, on a aussi des biais, on a l'impression qu'il y a plus de choses qui se passent chez nous, mais en fait, la deuxième région de trail en France, vous savez ce que c'est? C'est la Bretagne. Mais nous, en fait, vu qu'on est centré sur ce qui se passe dans les Alpes, on se rend pas compte qu'il y a autant de trails en Bretagne. Après, on pourra dire oui, mais c'est pas du trail, mais en fait, c'est quand même. C'est juste que c'est un trail différent, mais il y a autant de pratiquants en fait en Bretagne au niveau de termes de dossard et des belles compétitions, mais en fait, on n'en parle pas. Bah, très récemment, il y avait le Grand Raid Finistère, et on n'en a pas parlé dans le podcast, alors que je pense que c'est un des plus gros événements, enfin, c'est un très gros événement de trail. On est très auto-centré sur nous-mêmes, et c'est sûr que ça fait du bien d'avoir des gars comme Maxime qui viennent nous dire d'ouvrir les yeux et de montrer qu'il se passe aussi des choses intéressantes et qu'il y a aussi des athlètes intéressants à l'extérieur. Tu voulais réagir, Maxime? non, mais voilà, j'ai aussi j'avais aussi cette vision-là et c'était le but, c'était de mettre un peu en avant voilà certains athlètes et certains événements dans les Pyrénées. Mais je rejoins après effectivement les arguments de Mathieu ou de Nicolas sur la compétitivité. Après voilà, c'était aussi peut-être que alors ici on est sur un podcast de passionnés entre amis et tout, mais il y a des médias un peu plus traditionnels aussi qui peut-être eux ont peut-être plus vocation aussi à faire sortir des profils, à aller rechercher voilà de l'information, des nouveaux profils, c'est toujours intéressant. Alors par exemple, c'est pas un Pyrénéen de souche, mais ils s'entraînent notamment, en l'occurrence ensemble, mais faire ressortir des profils comme Ben Diman, des choses comme ça qui s'entraînent dans les Pyrénées aussi, ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler. Guillaume Boxis, des choses comme ça. Enfin, il y en a plein qu'on pourrait ressortir et c'est peut-être aussi aux médias, on va dire, un peu plus traditionnels d'aller, d'aller rechercher aussi ces informations-là, quoi. Le problème, C'est c'est vrai un que nous, peu. nous en tant qu'athlète qui s'intéressons à l'élite et au niveau, c'est sûr qu'on est déjà auto-centré sur les Alpes, mais effectivement, c'est un devoir des médias plus traditionnels qui, eux aussi, malheureusement, sont très auto-centrés sur les Alpes, d'aller s'intéresser
à d'autres événements, de se déplacer, d'aller couvrir le Grand Raid des Pyrénées, de mettre en avant. Alors, j'ai pas vu passer d'article sur Gauthier Bonnecarrère. Je pense que il y en a pas eu, mais effectivement, c'est dommage de constater que qu'on est parfois un peu trop, enfin que les médias traditionnels sont un peu trop centrés sur les Alpes. Ouais, c'est un Mathieu? peu le serpent qui se mord la queue en fait, parce que les médias traditionnels, il y en a de plus en plus qui vont plutôt aller sur des sujets qui vont faire du clic et donc aller interviewer, aller se pencher sur les athlètes qui sont déjà connus pour que les noms des athlètes attirent sur leurs médias, alors qu'en fait, le Coucou rôle d'un média, extraterrien. beaucoup de podcasteurs qui invitent, qui profitent de la notoriété des athlètes pour faire grossir leurs médias et qui en fait ensuite ne rentrent pas forcément au milieu parce que c'est pas des vrais passionnés. Et c'est un peu ce qu'on va essayer aussi de faire ici. Et tu fais bien de nous rappeler, de mettre le doigt dessus, qu'on n'oublie pas de mettre en avant des petits profils qui sont pas connus et pas faire le serpent qui se mord la queue, d'inviter que des athlètes connus qui deviennent de plus en plus connus. Donc on parle que d'eux. Et c'est pour ça qu'on est là aussi, essayer d'aller chercher des petits athlètes qui sont moins connus mais qui font de la perf et qui méritent d'être mis en avant et de pas aller dans ce cercle vicieux de juste d'être un média qui n'informe pas, mais d'être un média qui surfe sur des sujets tendances, quoi. Très bien Merci à dit. vous en tout cas pour l'écoute. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup, Maxime. Tu vas rester avec nous parce qu'on va terminer comme d'hab avec nos petits coups de cœur et nos petits coups de gueule Avec plaisir. et voilà, j'imagine que tu en as peut-être aussi. Alors, on va commencer par un petit coup de cœur, le coup de cœur de Théo. Raconte-nous. Et ouais, moi, c'est pas un petit coup de cœur, c'est un gros coup de cœur pour ce que vient de faire un pote il y a 2 semaines. Il a fait la plus belle trace du nord des Alpes, c'est de compléter les 14 2000 dans les Bauges. Donc, les Bauges, pour ceux qui connaissent pas, c'est le massif qui est entre Aix-les-Bains, Annecy, Chambéry et Albertville. Donc, le concept des 14 2000, c'est assez simple. Dans les Bauges, il y a 14 sommets au-dessus de 2000 et l'objectif, c'est de les faire tous d'une traite. Donc, il faut savoir que mon pote Louis, sur sa trace, il avait 84 bornes pour la bagatelle de 9700 mètres de dénivelé. Donc, c'est clairement une pure boucherie. Et il a validé ça en 24h04. Il a fait ça dans le sens en commençant par le Trello et en finissant par la dent de con. Je ne sais pas si c'est dent de con ou dent de cons, j'ai un petit Dans doute. cons. Dent de cons, voilà. Et c'est une pure boucherie, ce parcours, par la verticalité des pentes, hein. Le pourcentage moyen, c'est plus de 20%. Et aussi par la technicité. Faut savoir qu'il y a 2 points, en tout cas 2 tronçons très engagés. C'est la ligne des crêtes entre Ars, c'est Ars Armen, non, c'est Ars Arlico Armen. Et il y a une deuxième jonction où c'est en fait c'est une cheminée, hein, carrément escaladée entre la Chorionde et la Sambue. Là, c'est quand même vraiment très très dangereux. Faut savoir que le record, il est détenu par le boss des Bauges, qui l'a fait en 2020. C'est Aurélien Dunant-Palaz en 14h26. C'est stratosphérique. Et avant, le record était détenu par François Daen en 18h21. Et chez les femmes, c'est Audrey Tanguy qui l'a en 23h. Si vous êtes curieux de voir à quoi ça ressemble les Bauges, il me semble qu'ils avaient fait Aurélien Dunant-Palaz et Audrey Tanguy une vidéo avec leur sponsor Compressport. Ils avaient fait une vidéo du petit événement. Elle était très chouette de mémoire. Et voilà, du coup, pour revenir au projet de mon pote, c'est au-delà du défi physique et technique incroyable, c'était le coup de cœur pour le projet off. Le fait on s'en fout du chrono, on passe du temps entre potes, on se passait des relais pour le pacer sur différents tronçons. Il y avait un van qui suivait pour pouvoir faire les ravitaux. Et c'était un accomplissement pour lui personnel et sportif qui était absolument génial. Et j'ai plein de potes qui font des courses, mais je pense que c'est le moment de l'année que je retiendrai. C'était vraiment top sur tous les points de vue. Donc, je vous encourage à faire des projets off, mais peut-être pas celui-là parce qu'il reste extrêmement engagé et ça nécessite une vraie préparation. C'est pas accessible à tout le monde. Voilà. Chouette. Mathieu, petit coup de cœur, petit coup de gueule. Aujourd'hui, j'ai un petit coup de cœur à vous partager. Donc, on sort du monde du trail, on va aller du côté du monde de YouTube, dans lequel j'ai un petit pied. Et donc, la dernière vidéo qui m'a fait très très plaisir, c'est celle de McFly et Carlito. J'ai été vraiment agréablement surpris de les voir continuer de parler d'un sujet comme ça. Donc, ils font une vidéo où ils calculent en direct leur bilan carbone sur l'année, donc sur la plateforme MyCO2, avec ni plus ni moins que Monsieur Jancovici pour les guider dans ce bilan carbone et puis lâcher des petites punchlines toujours incroyables comme à son habitude. Donc ça fait plaisir de voir des gros influenceurs prendre le sujet au sérieux et puis faire
de l'éducation là-dessus. Je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre autour de ce sujet, c'est d'informer les gens sur les enjeux, sur les ordres de grandeur, que les choses soient bien remises à leur place et qu'on ne dise pas il faut éteindre la lumière, mais montrer vraiment en faisant un bilan carbone quels sont les gestes qui ont le plus d'impact. Donc, et ça prend un petit peu le ralentissement, la sobriété. On sort du modèle toujours plus qu'on voit sur YouTube avec des projets toujours plus gargantuesques, dont un que je nommerai pas, qui a eu assez d'exposition médiatique comme ça. Donc, forcément, c'est une vidéo qui va pas faire 20 millions de vues en 48 heures, mais je pense que ça va quand même atteindre beaucoup de monde. Juste le petit moins que je mettrais pour conclure ça, c'est que cette vision du bilan carbone, elle fait aussi quand même reposer le poids du changement sur les épaules des citoyens et pourrait laisser faire croire que faut faire des efforts individuels, que c'est nous qui devions faire des petits changements, mais pour pouvoir atteindre le but de 2 tonnes par an et d'espérer la neutralité carbone d'ici 2050 pour éviter de dépasser les 2 degrés qu'on est déjà malheureusement presque en train de dépasser, c'est des changements au niveau structurel de la société qu'il faut engager et que ça doit venir aussi de la politique. Donc voilà mon petit coup de cœur sur cette vidéo qui va quand même très très bonne, qui va pour moi dans la bonne direction. Ça fait plaisir de voir des youtubeurs qui reviennent un peu à des choses simples et à des valeurs de simplicité, faire des vidéos où ils rigolent entre potes sans avoir besoin d'aller vers le toujours plus. Donc c'était mon petit coup de cœur. Merci Mathieu. Nico? Eh ben, moi, je voulais parler du film qu'a évoqué Mathieu. Non, je déconne. Non, moi, Non. j'avais pas trop réfléchi, mais j'ai un petit coup de cœur pour l'organisation du Witch Trouble parce que ils ont bien réagi dans des conditions difficiles. On est souvent consommateur hein, quand on va sur les trails. Moi, le premier, j'étais pendant la course, j'étais là, je dis ah c'est n'importe quoi, il y a pas d'ouvreur, ça ressemble à rien. Et puis en fait, bon ça c'est quand t'es un peu énervé que tu galères dans la neige, mais après. Ouais, on s'est déplacé, on peut faire des courses, ils se sont adaptés, même s'ils ont essuyé quelques remarques, parce que je sais pas si on l'a évoqué, mais ils ont donné le départ du 110, ils l'ont arrêté, puis ils l'ont redécalé de 2 heures. Donc voilà, c'est un grand merci à tous ceux qui ont œuvré et je le fais souvent, mais un grand merci aux bénévoles parce qu'on l'oublie souvent, mais nous on est plutôt consommateurs parce qu'on est dans une période de notre vie où on est plutôt athlète et mais n'oublions pas enfin de remercier les bénévoles, de prendre notre part quand on le peut aussi en tant que bénévole parce qu'il n'y a pas de course et même les plus grandes courses du monde n'ont pas lieu sans bénévoles. Chouette. Maxime, tu as un petit coup de cœur ou coup de gueule à nous partager? Oui, ben, je vais faire un coup de cœur. Alors, c'est un coup de cœur, un double coup de cœur. En fait, c'est pour deux retours. Ben, c'est celui de François Daen et Nico Martin à la compétition. Mais au-delà des performances, c'est pas ça que je voulais souligner. C'est par rapport aux amateurs comme moi, l'exemple qui montre en termes de chemin, c'est-à-dire savoir la patience, savoir que ben, le plaisir, on le prend aussi à l'entraînement. Et voilà, je trouve ça mène des belles valeurs et donc voilà, moi personnellement, je suis content que voilà de ces retours-là et ça inspire aussi à notre petit niveau voilà de savoir pourquoi on court. Bon, il y a beaucoup trop de love dans ce podcast, il va falloir balancer des coups de gueule, les gars, là. Faut tacler un peu, c'est Ah, ça mais qui fait. putain, moi Allez, Allez-y, c'est pour ça. j'étais emballé dans l'esprit coup de cœur. Du coup, j'ai forcément un coup de gueule et un coup de cœur. Mais j'allais vous dire que mon coup de cœur, mais je peux vous dire le coup de gueule si vous voulez aussi. Vas-y, balance. Je vais vous dire le coup de gueule et après on finira quand même sur un coup de cœur. Le petit coup de gueule, c'est en lien aussi avec les organisations qui malheureusement parfois subissent les petits caprices de propriétaires. Et on a eu deux exemples en terre auvergnate, le Trail du Sancy et la Sancilienne. Donc c'est deux événements qui vont avoir lieu, le Trail du Sancy ce week-end et la Sancilienne la semaine prochaine, qui sont impactés par une décision de dernière minute d'un propriétaire qui a décidé de finalement de pas laisser passer les courses. Donc ça demande aux organisations de réagir hyper rapidement, un peu dans l'urgence. Donc pas merci à ce propriétaire et ça serait bien que j'allais dire dans ce pays, mais qu'en tout cas on soit un peu plus tolérant avec les pratiques sportives et notamment le trail qui en soi ne dérange pas grand monde. Donc voilà, petit coup de gueule par rapport à ça. Et puis mon petit coup de cœur, c'est une petite reco lecture. C'est le livre d'Olivier Bessy, donc qui est professeur à l'université de Pau et sociologue du sport et qui est aussi ultra trailer et qui a écrit un bouquin sur l'évolution du monde du trail en prenant en exemple l'UTMB et en expliquant comment au fil des années il était devenu ce qu'il appelle, alors c'est un peu
C'est de la sociologie, hein. Ce qu'il appelle un avatar de l'hypermodernité. Donc c'est hyper intéressant. Et ce qu'il entend par là, c'est-à-dire un événement qui promulgue la performance sans fin, la démesure permanente et la surenchère illimitée. Voilà comment il définit un petit peu la trajectoire qu'a décidé de prendre l'UTMB. J'ai plus le titre du bouquin en tête, mais on vous le partagera sur Instagram. Et il a réalisé un podcast avec François Hinault de l'Instant Outdoor. Donc voilà, si ça vous intéresse de creuser un petit peu le sujet, c'est super intéressant. Je vous invite à aller écouter le podcast. Mathieu. Enfin, s'il y en a qui sont encore là, juste pour compléter, quand Alex dit sur Instagram, on n'a pas encore de page pour le podcast. C'est dans les tuyaux quand Alex aura un petit peu de temps et qu'il arrêtera de se lever trop tard tous les matins, mais c'est dans les petits tuyaux. Et du coup, quand il dit sur Instagram, c'est rendez-vous sur ma page Insta dans le canal de discussion YouTubeX où les passionnés sont nombreux pour parler des trails. Sinon, vous faites tous comme Maxime. Si chaque personne qui écoute le podcast met 10 euros, on est riche. Donc n'hésitez pas à aller sur le KissKissBankBank et à aller mettre 10 euros. Comme ça, on pourra créer une page Insta et devenir le média numéro un du trail. Allez, merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Trail qu'on aime. Allez, ciao, ciao! Euh, Salut Merci à à tous. tous.